Déjà, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce troisième webinaire dans le cadre de la formation de la CNUSED sur la liberté transit et qui est dédié aux coordonnateurs nationaux du transit. Aujourd'hui, pour cette troisième séance, donc je disais, nous avons un agenda très chargé. Je suis bien conscient que nous avions pris du retard la semaine dernière, donc j'ai pensé une solution. Mais donc, pour aujourd'hui, encore un agenda très chargé. Nous allons commencer avec la première séance, la séance A, sur les outils pratiques pour gérer la liberté du transit, les carnets de tir et la convention de tir, avec notre expert invité, M. André Sierre. Comment dois-je prononcer votre nom de famille d'ailleurs? André C'est Sheia. Shea. C'est italien d'origine. Du coup, ça ne se Ah, prononce pas d'accord. exactement à la française. Shea. Parfait. Donc, M. André Shea. Ensuite, un retour de Céline Bacro qui viendra nous parler de l'expérience du COMESA avec le régime de garantie du cautionnement douanier du COMESA. Troisième partie donc, de la séance, nous allons recevoir donc un représentant de Sidonia, donc un collègue de travail, qui viendra nous parler de la gestion du transit automatisé, donc les outils qui sont proposés par le système des douanes Sidonia. Je crois que l'ensemble, ou en tout cas la très grande majorité des pays utilisent ce système en Afrique centrale. Et puis finalement, donc en partie D, dans la quatrième partie de cette séance, nous allons vous donner la parole. Donc ce que nous devions faire la semaine dernière, en commençant par Madame Charlotte et Monsieur Marcel du Rwanda, ensuite Monsieur Petitjean et Monsieur Floribert du Burundi. Et nous allons terminer avec Monsieur Jean-Richard et Monsieur Jean-Jacques Samba de la République du Congo. Donc, la semaine prochaine, nous allons avoir une séance complètement pratique axée sur les termes de référence pour les coordonnateurs nationaux du transit. Donc, nous allons faire un exercice très pratique avec Arantxa Sanchez. Et puis, nous allons garder un peu de temps donc, pour la deuxième moitié des participants, donc la RCA, le Gabon et le Cameroun. Voilà, pour faire donc la deuxième ronde. Donc, c'est ce que je souhaitais dire pour l'agenda pour aujourd'hui. Nous allons avoir aussi un examen en ligne que j'ai préparé partiellement avec 20 questions sur l'ensemble des présentations que nous avons eues. Il n'est pas terminé parce que nous avons déjà à avoir 3 nouvelles présentations aujourd'hui. Donc, je terminerai l'examen et ensuite, je vous l'enverrai. Vous aurez 2 semaines pour le compléter. Ce n'est absolument pas très compliqué. Il suffit simplement de suivre un peu les conversations et puis d'utiliser le matériel qu'on vous a partagé. Voilà. Donc, on peut commencer tout doucement. Je sais qu'il nous manque encore quelques personnes, mais de toute façon, comme d'habitude, j'enregistre la séance d'aujourd'hui et elle sera mise à disposition dès demain, donc le plus rapidement possible. Donc, sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à notre premier invité, M. André Shea. J'espère que je le prononce bien maintenant. Voilà, donc la parole est à vous. Monsieur Shea est spécialiste des systèmes informatiques, expert de la Convention douanière relative au transport international des marchandises, la Convention TIR, et c'est de quoi il va nous parler. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous pour ce webinaire. Et je vais vous introduire quelques aspects relatifs à la Convention TIR. Donc, j'espère que vous voyez ma présentation. Et aussi sur les développements plus récents qui concernent une version informatisée de cette procédure TIR qui est surnommée e-TIR. Donc, je travaille en fait à la Commission économique pour l'Europe depuis quasiment 20 ans et j'ai quasiment travaillé tout ce temps en grande partie sur ce projet e-TIR. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Normalement, je devrais avoir quelques réponses à vous proposer. C'est un projet qui a pris énormément de temps et je vous expliquerai peut-être un peu plus pourquoi, ou alors si ça vous intéresse, vous me poserez des questions. Donc, si j'arrive à faire passer mes slides, ça va aider. Voilà, alors une petite vue d'ensemble de la présentation. Donc, je vais tout d'abord placer la procédure TIR dans l'ensemble des types de régimes de transit. Ensuite, je vous ferai une présentation du système TIR en lui-même par d'abord ces 5 piliers les plus importants.
Je vous montrerai ensuite un exemple de transport tir, voir où est-ce que la procédure tir s'applique. Et là, c'est intéressant parce que vous allez voir que l'Afrique n'est pas le continent où c'est plus utilisé, malgré le fait que ça s'est développé beaucoup récemment. Donc, on espère que c'est le prochain continent où cette convention pourra apporter ses fruits. Et ensuite, vous dirai juste quelques mots sur la structure administrative de la Convention et comment les changements sont apportés à la Convention. Ensuite, je passerai au projet ITIR et au système international ITIR, qui est l'élément central qui fait fonctionner ce système ITIR. Donc, je présenterai ces objectifs, quelques étapes importantes, justement pour expliquer pourquoi ça a peut-être pris plus longtemps qu'on le pensait au départ. Ensuite, quelques bases légales, l'architecture du système en général, et là je pourrais rentrer dans plus de détails si ça vous intéresse, et l'état actuel des projets de connexion entre les pays pour permettre cette opérationnalisation du tir. Donc, tout d'abord, les régimes de transit. Alors, à peu près chaque pays a un régime de transit national, qu'il soit entrant, sortant ou en transit pur. Ils sont souvent basés sur des garanties qui sont nationales. Les documents ou les messages électroniques pour faire fonctionner ça sont nationaux et évidemment, quasiment chaque pays a un exemple de transit national. Ensuite, on peut aller vers une version des régimes de transit un peu plus aboutis qui permet que le transit soit bilatéral ou multilatéral. Donc, il est en général fermé à un certain nombre de pays. Donc, on a le nombre de pays qui font partie de ce régime de transit est limité. C'est parfois basé sur une union douanière. On évite ainsi de devoir appliquer des procédures nationales à répétition et ça facilite grandement le transit. Souvent aussi, les garanties sont uniques et fonctionnent à travers de multiples pays. Et il existe énormément d'exemples de ce genre de transit bilatéral ou multilatéral, que ce soit par exemple dans l'Union européenne et à ses alentours où on a le transit communautaire et commun. On a des exemples entre les États-Unis et le Canada. En Afrique, je connais le Trier, par exemple, et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui sont basés sur des unions économiques ou douanières. Et ensuite, on arrive à une autre version du transit, qui est un type de transit qui est ouvert à toutes sortes de pays, tous ceux qui seraient intéressés. Donc, il est international et global. Il ne nécessite pas forcément une collaboration étroite entre les pays. Il y a un système de gestion privé-public qui permet sa mise en application. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro allumé. Merci beaucoup. Excusez-moi. Et ce système international est basé sur des documents qui sont normalisés et maintenant en fait des messages électroniques standardisés. Et le seul exemple que l'on connaît en fait, enfin que moi je connais de ce genre de système, c'est ce fameux TIR dont je vais vous parler maintenant. Donc en tant que tel, le système TIR et sa convention sont un peu le seul système global de transit qui tous les pays du monde pourraient, un grand nombre en font partie, mais tous pourraient en faire partie et permettraient de faire transiter de la marchandise d'un pays à l'autre globalement. Donc, je vais passer quelques minutes à vous expliquer les piliers pour faire fonctionner ce système. Donc, tout d'abord, il est basé sur une convention internationale qui date de 1975, mais qui a été révisée un grand nombre de fois pour moderniser le système. Et les 5 piliers sur lesquels cette convention se base, c'est tout d'abord des véhicules et des conteneurs qui sont sécurisés, donc qui peuvent être adaptés au transport sous scellé. Ce n'est pas une nécessité parce qu'il y a aussi du transport de marchandises en vrac, par exemple, qui ne nécessite pas des scellés ou du transport, par exemple, de véhicules qui peuvent être identifiés, qui n'ont pas besoin de conteneurs scellés ou de véhicules scellés. Le problème qu'on m'a souvent pointé, c'est que la possibilité d'avoir des véhicules qui sont sellables pour un transport sécurisé par rapport aux douanes sous scellés n'est pas disponible partout, mais par contre, je pense que les conteneurs maritimes qui, eux, sont sellables, on les trouve à peu près partout, ce qui rend cette convention applicable quasiment dans le monde entier. Donc, le deuxième pilier, c'est le fait qu'il y ait une garantie internationale qui est valable dans tous les pays. Ensuite, on a un document commun qui est le carnet TIR. C'est ce document qu'on a informatisé dans la version électronique, mais il en existe une version papier, je vais vous le montrer.
Un quatrième pilier extrêmement important, c'est que les pays entre eux ont une reconnaissance de leur contrôle douanier, ce qui évite de devoir réeffectuer des contrôles douaniers à chaque passage de frontière. Donc une fois que les scellés sont apposés, on peut continuer le transit et évidemment ça accélère le transport de marchandises grandement. Et finalement, le système est basé sur un pilier d'accès contrôlé. Donc, tous les intervenants privés du système sont autorisés par les gouvernements, que ce soit au niveau des chaînes de garantie, des différents acteurs de la chaîne de garantie, ou bien alors les transporteurs autorisés à utiliser le système. Donc voilà, je ne vais peut-être pas, vu qu'on n'a qu'une demi-heure, aller dans tous les détails, mais voilà, les 5 piliers, je les détaille ici. Vous aurez la présentation, je la partagerai avec Alexandre et il vous la fera parvenir, donc vous aurez plus d'informations. Donc les véhicules et les conteneurs sont soumis à obtenir un certificat d'approbation qui certifie justement qu'ils peuvent être scellés et qu'aucune marchandise ne peut être entrée ou sortie de ce véhicule ou conteneur sans briser les scellés. C'est un des aspects assez importants et qui constitue le premier pilier. Nous avons un système de garantie internationale qui est le deuxième pilier. Cette garantie internationale est organisée par l'Organisation internationale des transporteurs routiers, l'IRU, qui est basée à Genève, mais aussi basée sur des associations nationales de transporteurs en général ou des chambres de commerce qui fournissent en fait la partie nationale de la chaîne de garantie à laquelle les douanes peuvent directement faire des requêtes si les droits et douanes venaient à ne pas être payés pendant ces transits et que l'opération de transit n'aurait pas abouti. Donc c'est c'est relativement important. Il n'y a pas besoin pour les différentes administrations douanières de se mettre en connexion quand ils ont besoin de faire appel à la garantie. D'aller vers un organisme qui est basé, on va dire là, dans ce qu'apprécie à Genève, ils peuvent directement s'adresser à des associations qui sont locales et qui viendraient à payer les droits et douanes le cas échéant si c'est nécessaire. Ensuite, nous avons le troisième pilier qui est le fameux carnet, qui est ce document qui est constitué de nombreux volets et des paires de volets sont utilisés à l'entrée et à la sortie de chacun des pays. Je ne vais de nouveau pas ici rentrer dans les détails, mais il a deux fonctions principales. Un, c'est de certifier qu'il y a bien une garantie derrière, donc ce document n'est pas falsifiable, donc il fournit la preuve qu'il y a bien une garantie. Et il permet aux transporteurs routiers de faire leur déclaration. Donc, il y a différentes pages dans lesquelles ils doivent remplir leur déclaration, que chaque administration douanière va pouvoir prendre sa copie à l'intérieur de ce carnet et garder une trace de la procédure tir nationale qui est appelée une opération tir. Un des piliers très très importants en fait de la convention, et c'est ce qui facilite le transport de marchandises grandement, c'est cette reconnaissance mutuelle des contrôles douaniers. C'est une fois qu'une marchandise a été contrôlée par la douane de départ, en principe, les douanes jusqu'au point d'arrivée du transport ne devraient pas ouvrir ce conteneur, à moins qu'évidemment qu'ils en aient une raison, et ils ont absolument le droit de le faire quand ils ont une suspicion de fraude ou pour quelque raison que ce soit. Mais en règle générale, pour la plus grande partie des transports, le véhicule ça reste scellé tout au long du transport. Et évidemment, les passages aux frontières en sont grandement simplifiés. Finalement, le cinquième pilier, ce sont les accès contrôlés. Alors, tout d'abord, l'Organisation internationale des transporteurs routiers obtient tous les 2 ou 3 ou 4 ans, ça dépend des périodes, des fois, obtient l'autorisation par les douanes, par les parties contractantes de la Convention, l'autorisation de distribuer ces carnets et d'être le garant, le gestionnaire de la chaîne de garantie. Ensuite, chaque association nationale va donner une autorisation chaque administration douanière nationale va donner un accès à une association nationale qui est un membre de l'IRU et qui sera sa contrepartie directe en cas de problème. Mais là, de nouveau, c'est bien les douanes qui donnent un accès à cette partie nationale de la chaîne de garantie. Et finalement, c'est aussi aux douanes que revient le devoir d'autoriser tous les transporteurs. Et il y a un certain nombre de critères qui permettent à un transporteur de devenir un transporteur autorisé à faire du tir. Et ces critères doivent être respectés. Et c'est aux douanes justement de vérifier que ces critères sont respectés et de distribuer cette autorisation.
Une fois que les transporteurs sont autorisés, on en garde un registre à Genève qui est accessible évidemment par toutes les autorités douanières de la Convention qui ont ratifié la Convention. Donc on a un registre de tous les transporteurs autorisés à faire du transport-tir, ce qui permet par exemple à d'autres parties contractantes de vérifier qu'un transporteur a bien été autorisé selon les règles en vigueur. Donc cette base de données s'appelle l'ITDB, l'International Tier Data Bank, ou la base de données internationale TIR. Donc voilà, j'aurais, avec un peu de temps, je vous aurais fait un graphique où ce n'aurait pas été l'Europe qui est représentée, mais j'ai repris un slide que j'avais d'un exemple de transportier qui ici commencerait dans le Bélarus, à Minsk, qui aurait comme destination finale Barcelone, avec un chargement intermédiaire. C'est aussi une des particularités de la Convention, c'est qu'elle permet des chargements et des déchargements intermédiaires le long d'un transportier. Et voilà, ceci constitue en fait un transportier. Il y a 2 passages de frontières dans ce cas-là, entre la Biélorussie et l'Ukraine, et entre l'Ukraine et l'Union européenne. Et on a une seule simple garantie qui couvre tout ce transport. Quand on regarde dans plus de détails, ce transport-tir est composé de soi-disant opérations tir, qui sont les différentes parties nationales qui sont gérées par les différents pays. Donc ici, dans l'exemple qu'on a sous les yeux, on a une opération qui se passe dans le Bélarus, 2 opérations qui se passent en Ukraine, étant donné qu'à un moment, le camion doit être ouvert pour recharger de la marchandise, et finalement une opération entre la frontière ukrainienne et le point de destination à Barcelone, où le camion sera ouvert. Et des contrôles, évidemment, seront effectués à nouveau. Donc, cette opération couvre 3 territoires douaniers, étant donné que l'Union européenne ici est un territoire douanier unique, et 7 pays. Donc voilà, comme je vous le disais, on voit ici en vert tous les pays qui ont ratifié la Convention. Ils ne l'utilisent pas tous, je dois vous avouer. Par exemple, on voit que le Canada et les États-Unis ont ratifié la Convention, mais ils ne l'utilisent pas. Ils ont entre eux une convention autre qu'ils utilisent. De même, à l'intérieur des pays de l'Union européenne, ils ont leur propre système de transit multilatéral qu'ils utilisent, soit appelé le transit communautaire. Mais par contre, l'Union européenne, quand ils font du transit avec d'autres pays extérieurs à l'Union européenne, utilise souvent la Convention TIR. Très récemment, on a vu un grand nombre de nouvelles adhésions à la Convention, en particulier au Moyen-Orient. Donc, on a eu l'Égypte étant le dernier, mais on a eu aussi les Émirats arabes unis, Oman, Dubaï. Ce sont tous les pays qui ont ratifié la Convention dans ces dernières années. Et aussi des pays comme l'Inde, le Pakistan, la Chine, qui sont des pays qui viennent de se joindre à la Convention et qui sont en train de la mettre en œuvre aussi. Donc on voit là par contre qu'en Afrique, enfin l'Égypte fait partie de l'Afrique, mais à part les quelques pays au nord de l'Afrique qui sont le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, très peu de pays en Afrique ont en fait ratifié la Convention TIR et sont encore et ne peuvent pas en prendre les bénéfices. Donc j'espère que ceci va changer avec le temps. Cette convention est ouverte à tous les pays du monde. Elle est déposée auprès du secrétaire général des Nations Unies et tout pays peut y accéder et la mettre en place et la mettre en œuvre. Donc voilà, je vous disais qu'on a une structure administrative pour la mise à jour de cette convention et aussi pour certains aspects pratiques qui visent à résoudre les problèmes d'application communs. Donc, on a tout d'abord le groupe de travail 30, qui est un des groupes de travail à la Commission économique pour l'Europe, qui traite des aspects pratiques de l'implémentation de la Convention. Et des fois, il prépare aussi des amendements à la Convention. À ce groupe de travail, on a en général une représentation de tous les gouvernements et de toutes les associations nationales qui font partie de la Convention. On a aussi le comité de gestion de la Convention TIR qui, lui, est composé uniquement des différents gouvernements et son rôle est d'approuver les différents changements à la Convention, évidemment. Et en plus de ça, on a la commission, la commission de contrôle TIR. Ici, c'est écrit conseil exécutif, mais c'est une mauvaise traduction de l'anglais. Donc, la commission de contrôle TIR, la TIR-XB, qui s'occupe des problématiques plus urgentes, qui se réunit plus souvent que le comité de gestion. Et qui aide à résoudre des problèmes divers, des fois entre les pays, ou proposer des explications sur l'implémentation correcte de la Convention.
On voit aussi que l'IRU est en général présent, soit comme observateur, soit comme acteur aux réunions de ces différents organes, où il donne aussi l'avis du secteur privé. Et ils sont aussi membres observateurs du comité exécutif du contrôle de la TIRXB. Donc voilà pour la structure générale. Aux Nations Unies, on fournit aussi un secrétariat à la TIRXB. La Commission économique pour l'Europe fournit non seulement un secrétaire TIR, mais tout un secrétariat à cette commission de contrôle. Donc, je peux vous partager avec vous, il y a des différentes publications relativement intéressantes qui sont en particulier targetées sur la problématique du tir en Afrique. On a une publication de l'IRU et le Commonwealth aussi a une publication relativement intéressante où ils ont étudié la possibilité d'application de la Convention tir en Afrique. Je pourrais les partager avec vous. Maintenant, je vais passer à la partie e-tir, donc la partie électronique, qui avait pour but simplement d'informatiser la procédure tir. Donc, on vient de regarder maintenant la procédure papier, comment elle marche. Et donc, on a essayé de bouger depuis une vingtaine d'années à la procédure e-tir. De plus en plus, tous les pays ou toutes les administrations douanières ont informatisé leur procédure douanière. Donc, pour que le tir ne reste pas la seule procédure papier. Donc, on a tenté d'aligner cette procédure à cette tendance globale qui vise à informatiser toutes les procédures douanières. Comme but indirect, évidemment, on a voulu améliorer la sécurité pour les administrations douanières et pour ça, ils ont des informations en temps réel avec la version électronique et aussi augmenter la facilitation pour les entreprises de transport qui, en cas dématérialisé, n'ont pas besoin d'aller chercher des carnets, les remplir manuellement et plein d'autres avantages pour eux, répéter des opérations de déclaration, etc. Donc, par contre, on a aussi le but premier, c'était de se débarrasser de ce carnet papier. Donc, on remplace toutes les fonctions du carnet tir par des messages électroniques entre les divers acteurs. Et peut-être que je vais vous montrer dans plus de détails comment cela marche. Et finalement, un des aspects importants qu'on a eu le mandat pour lancer ce projet, c'est que les concepts et les piliers de la Convention tir doivent rester. La facilitation qui est fournie par la Convention doit rester qu'on utilise une procédure papier ou électronique. Donc voici les quelques grandes étapes. Donc c'est en 2002 qu'on a créé un groupe de travail sur les aspects conceptuels et techniques de l'informatisation du tir. Et ce groupe a travaillé pendant plus de 10 ans à élaborer un modèle de référence où les spécifications, suivant le nom du document a changé, qui en gros décrit comment cette procédure électronique fonctionne. Il y a eu beaucoup de négociations entre le secteur privé et le secteur public, différentes administrations qui avaient des vues très différentes sur comment cela devait marcher. Et en 2015, le fameux groupe de travail 30 dont je vous ai parlé tout à l'heure a jugé qu'en fait la version des spécifications qu'on avait était suffisante et qu'on pouvait lancer en fait des pilotes, et aussi le process qui permettrait d'intégrer les amendements nécessaires à la convention pour légaliser, soi-disant, cette procédure électronique. Donc en 2015, on a commencé sur la base d'un Memorandum of Understanding. Alors ça, je ne sais plus comment on dit ça en français. Les termes de référence, ça ne me revient pas en français. J'oublie aussi le terme, je n'arrive pas à vous aider. Convention. Ouais, en gros, on a signé un accord entre la CEE et l'Organisation des transporteurs routiers où ils nous ont fourni des fonds qui ont permis justement de lancer des projets pilotes, dont un en particulier entre la Turquie et l'Iran. Ces pilotes, on les a fait tourner pendant 2 ans jusqu'en 2017, où ils ont prouvé être un succès. Les transporteurs en étaient contents, les administrations douanières en étaient contents. Et la chaîne de garantie aussi. Donc, on a conclu que c'était un grand succès. En parallèle aussi, les travaux d'un autre groupe de travail, le groupe de travail d'experts 1, a fourni une base légale pour la convention, une nouvelle annexe qui s'appelle l'annexe 11. Je reviendrai un tout petit peu là-dessus. Et cette nouvelle annexe a été approuvée en 2020 et va entrer en vigueur dans
dans 20 jours, en fait, le 25 mai 2021, cette base légale pour le ITIR, donc l'annexe 11, rentrera en vigueur pour toutes les parties contractantes. Donc voilà, je vous parlais de base légale. Donc on a bien sûr la convention TIR qui reste la base légale majeure. On a cette nouvelle annexe qui entre en vigueur dans 20 jours, qui est l'annexe 11, qui décrit de façon très générale comment fonctionnerait la procédure électronique. Et cette annexe fait aussi référence à ce qu'on appelle les spécifications ITIR, qui sont composées de concepts, de spécifications fonctionnelles et de spécifications techniques, qui, elles, décrivent comment le système fonctionne en détail jusqu'aux éléments de sécurité dans l'échange de messagerie électronique. Donc tout ça ensemble fournit une base légale à ce système électronique TIR. Ici aussi, les différents organes dont je vous ai parlé tout à l'heure ont différents rôles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va devoir créer un nouveau groupe, un nouvel organe, parce que les spécifications techniques sont vraiment très techniques et relèvent du domaine des compétences d'informaticiens. Donc on a dû créer un organe d'implémentation technique qui, lui, va être en charge justement de réviser et d'accepter les spécifications techniques. Et les parties contractantes liées par l'annexe 11 se chargeront de toute l'administration du reste de la documentation et du reste de la base légale. Je vais de nouveau ici, pour le temps, je vois qu'on arrive à la demi gentiment, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Donc voilà, pour montrer peut-être comment ça fonctionne de façon très générale et très abstraite, ce système ITIR lie différents acteurs du secteur privé, du secteur public, des acteurs nationaux et des acteurs internationaux. Donc au niveau national et privé, on a bien sûr ceux qui ici sont appelés les holders ou les compagnies de transport, qui sont les transporteurs autorisés à utiliser cette procédure TIR. Au niveau privé, on a aussi ces associations nationales dont je vous parlais, qui sont les garants au niveau national pour ces opérations de transit, et l'Organisation des transporteurs routiers qui chapeaute cette ombrelle de garantie sous laquelle on s'assure que toutes ces procédures de transport sont garanties. Au niveau public, on a évidemment les administrations douanières qui sont en charge des procédures de transit. Et on a créé ce nouvel élément, ce système international ITIR, qui en fait va non seulement permettre d'avoir une base de toutes les garanties qui sont émises par la chaîne de garantie, donc elles sont enregistrées dans ce système international ITIR, et mises à disposition évidemment des administrations nationales, mais aussi ce système international ITIR permet aux administrations nationales, d'administration douanière, d'échanger des informations sur les transports qui sont effectués sous couvert de cette nouvelle procédure ITIR. Tous ces échanges d'informations, y compris le fait que ces garanties existaient et étaient véridiques, tous ces échanges d'informations se faisaient jusqu'à maintenant sur la base du document que chaque administration remplissait à différents endroits du document, et permettait ainsi d'obtenir des infos et de faire des informations et de faire passer ces informations d'un pays à un autre. Donc maintenant, le rôle d'échange d'informations a été remplacé par ce système international ITIR qui est connecté à cette base de données dont je vous parlais avant, la base de données internationale TIR, qui contient un registre des transporteurs ainsi que des offices de douane qui sont aptes à faire du transport TIR. Donc, entre ces acteurs, il existe un grand nombre d'échanges d'informations. On a les informations B2C, ici c'est Business to Customs, donc du secteur privé aux administrations douanières. Évidemment, le plus grand échange dans ce domaine, c'est le fait qu'un transporteur doit faire une déclaration aux administrations, une déclaration de transit. Cette déclaration peut se faire de différentes manières, mais principalement directement à l'administration douanière. On a ensuite les échanges qui sont de douane à douane, aussi représentés par le C2C, CAC. Et là, les administrations s'échangent des informations sur justement ces déclarations qui ont été approuvées pour tout le transport. Elles s'échangent aussi des informations sur chacune des opérations pour être sûr que chacune des opérations
TIR se soit bien passée, qu'elle a bien été ouverte, terminée, apurée. De cette manière, on a un suivi de tout le transport et chaque administration a accès à ces informations. Et finalement, on a aussi une partie d'échange d'informations entre la chaîne de garantie et ce système international ITIR. Donc, d'une partie, comme je vous disais, les garanties sont enregistrées dans ce système. Et d'une autre partie, le système international ITIR fournit toutes les données par rapport aux garanties qui ont été émises par cette chaîne de garantie et lui fournissent les données du transport pour qu'ils puissent faire leur part d'analyse de risque. Le secteur privé fait aussi son analyse de risque dans ce domaine. Et du coup, on leur transmet ces informations pour qu'ils puissent le faire. Donc voilà, Jean, la présentation arrive vers une fin, mais je voulais juste vous dire où plus ou moins on en est maintenant avec les différents pays, bien que la nouvelle annexe entre en vigueur que dans 20 jours, un certain nombre de pays se sont déjà mis en avant et ont commencé des projets d'interconnexion avec ce système international ITIR. Donc on a pour l'instant l'Azerbaïdjan, la Géorgie, l'Iran, le Pakistan, la Moldavie, la Tunisie, la Turquie et l'Ouzbékistan qui ont commencé des projets. On va bientôt commencer des projets avec le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Et ces projets visent à assurer que les administrations douanières sont connectées en ligne avec les spécifications dont je vous parlais tout à l'heure pour pouvoir, dans le futur, mettre en œuvre cette procédure ITIR. On a aussi commencé une preuve de concept avec l'Union européenne qui vise à mettre en place ce système ITIR pour toute l'Union européenne de manière centralisée sans que tous les pays n'aient à le faire indépendamment. Et finalement, je pense que c'est aussi important de mentionner, on est en train de préparer une étude et certains consultants vont travailler avec nos collègues de la CNUSED pour mettre en place un module ITIR Sidonia ou ITIR Hassi Hub, qui est l'autre outil qui est développé, qui permettrait justement d'intégrer automatiquement ITIR pour tous les pays qui utiliseraient Sidonia ou Hassi Hub. Je pensais que c'était important étant donné que de nombreux pays parmi vous utilisent le système Sidonia. Donc voilà, on travaille à ça aussi. Donc j'espère que ça fournit une introduction. J'ai été peut-être un peu long, j'ai pas peut-être laissé beaucoup de place pour les questions, mais j'espère que j'ai apporté une certaine lumière à la problématique du tir et de l'ITIR. Donc voilà, j'attends les questions avec impatience. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, André, pour cette présentation qui fournit un bon aperçu de la Convention et du projet ITIR. J'apprécie particulièrement la diapo 20 qui explique bien les interactions entre le national, l'international, le privé, le public, les organisations internationales impliquées. C'est très visuel, donc tout à fait apprécié. Mais j'aimerais donner la parole en priorité aux participants. Nous avons le temps pour une ou deux questions avant de malheureusement devoir passer à la prochaine séance. Personnellement, j'ai quelques questions, mais je souhaite quand même vous donner la priorité. Donc, chers participants, si vous avez des questions, levez la main de manière virtuelle et puis je vous donnerai la parole. Mais simplement, peut-être une question qui m'est venue un peu à l'esprit en écoutant vos explications sur le projet ITIR. Est-ce que vous croyez que la crise sanitaire du COVID-19 a pu avoir un impact positif sur l'évolution de ce projet, sachant que dans plusieurs pays, on a vu des initiatives, des projets de digitalisation, dématérialisation, être mise en œuvre très rapidement à cause de la crise du COVID et du devoir de distanciation physique? Alors, je pense que le projet a commencé bien avant la crise du Covid. Tout était prêt pour que cette annexe soit approuvée en février 2020. Et je pense qu'en février 2020, on ne se doutait pas encore de l'ampleur que la crise allait avoir. Donc, je pense que l'approbation n'a pas lien avec la crise du Covid directement. Et ce n'est pas ça qui a fait qu'on a abouti sur cette base légale récemment. Ceci dit, c'est presque triste à dire, mais c'est peut-être grâce à la crise du Covid, les Nations Unies ont fourni un fonds pour lancer des projets. Et un certain nombre de ces projets d'interconnexion, en fait, on a pu leur fournir une assistance financière
qu'on a eu grâce à ce fonds qui a été mis à disposition suite à la crise du Covid. Donc, ça a certainement aidé à faciliter la mise en place de ces projets d'interconnexion et au lancement de ces projets d'interconnexion. Donc, oui, ça a aidé d'une certaine manière et on espère aussi que la dématérialisation et le passage en frontière plus rapide pourront aider à résoudre la crise sanitaire d'une certaine manière ou en éviter une autre. Donc, oui, il y a un lien. Oui, c'est quand même un timing un peu particulier. Pourquoi croyez-vous qu'il n'y a pas davantage de pays africains qui ont ratifié la Convention? Ça, c'est une bonne question. Ouais. Alors, Je ne veux pas vous prendre au piège, mais c'est vrai que c'est curieux de voir à quel point la Convention TIR est présente sur tous les continents, mais que en Afrique subsaharienne, c'est vrai elle n'est pas présente, malgré la signature par, je crois, j'ai cru voir le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, mais c'est vrai que l'Afrique subsaharienne ne fait pas partie, n'a pas signé la Convention, malheureusement. je pense qu'il y a eu le système trié en Afrique de l'Ouest, sauf erreur, est pas loin d'être une copie conforme de la procédure TIR, sauf qu'il est applicable qu'à une région. Donc, je ne sais pas si l'absence de commerce international peut-être ou le peu de commerce international entre certains pays africains et le reste du monde a poussé les pays à développer des systèmes régionaux plutôt que d'adhérer à des systèmes internationaux. Ou alors, peut-être, je ne sais pas, la confiance dans un système de garantie qui n'est pas géré localement, je ne saurais dire. Maintenant, je n'ai pas non plus d'exemples en tête où des systèmes de garantie ont été, ou peut-être récemment, oui, j'ai peut-être entendu parler, des systèmes de garantie auraient été mis en place en Afrique qui fonctionnent entre plusieurs pays. J'ai vu du packaging de garantie de divers pays, mais peut-être que moi aussi j'en apprendrai plus. Les participants en savent certainement plus que moi sur le sujet. Mais il y a aussi peut-être eu peu de promotion du tir en Afrique, malheureusement, au cours des années. Et je ne sais pas si tout le monde était au courant que cette convention était ouverte. Donc, on n'a peut-être pas fait assez de promotion. On est aussi la commission économique pour l'Europe et c'est nous qui nous chargeons de la gestion de la convention elle-même. D'autres commissions régionales ont peut-être fait plus de travail. La commission pour l'Asie a fait une promotion de diverses conventions au cours des années. Et ça a peut-être poussé certains pays asiatiques à ratifier non seulement la convention TIR, mais plein d'autres conventions qu'on a à la CE-ONU. Et peut-être que ce travail de promotion des conventions, et quand je dis promotion, c'est pas dans un sens négatif, parce que tout ça c'est gratuit, donc c'est pas de la promotion au sens économique du terme. Peut-être que ce travail n'a pas été fait en Afrique. Donc, voilà, peut-être quelques raisons. D'accord, merci. C'est, je pense, une très bonne passerelle vers la prochaine présentation qui portera sur l'expérience du COMESA, justement. Mais je vois que Paul avait une question qui a levé la main. Paul? Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. J'espère que tout va bien. Et merci à André pour a été fait la présentation TIR. Moi, je connais le système un petit peu et concernant l'utilisation en Afrique, je vais dire que je pense qu'on va seulement réussir s'il y a un effort harmonisé de pays africains pour utiliser ce système. L'avantage du système TIR, c'est vraiment qu'il y a plusieurs de pays dans une chaîne de transport qui utilisent le système. Et s'il n'y a pas, il n'y a pas d'avantage. Et ça va dire, par exemple, dans les organisations régionaux ou à Union africaine, s'il y a un effort à harmoniser, je pense que c'est ça qui va changer l'entrée en vigueur pour la convention TIR. Et je pense André a déjà présenté tous les avantages, mais je pense qu'il y a trois points meilleurs. Il y a seulement une garantie
qui passe par toutes les chaînes de transport. Deuxièmement, il n'y a pas d'ouverture dans les frontières, sauf il y a un problème. Et troisièmement, je pense qu'il y a une interconnectivité intégrée dans le système. Soit on utilise le papier, soit on utilise le e-tier. Et comme André a dit, qu'on peut utiliser Sidonia pour le tir, et je pense que c'est un grand avantage. Merci beaucoup. Merci, Paul. Merci, Paul. Je vois que M. Joseph souhaitait poser une question. Donc, je lui donne la parole avant de donner la parole à Céline pour la prochaine séance. Monsieur Joseph. Oui, merci, Alexandre. Oui, je voulais faire un commentaire, ce n'est pas une question, par rapport à cette situation des pays africains subsahariens par rapport à la Convention TIR, pour dire que je crois qu'il y a fortement l'influence du droit communautaire dans ce processus. Si je prends l'exemple de l'Afrique centrale, le transit est réglementé par le droit communautaire. Il y a un régime communautaire de transit et donc un État de la communauté économique régionale ne peut pas seul ratifier la convention TIR, sinon elle ne sera jamais applicable. Et donc peut-être qu'il faudrait que le travail soit fait davantage en amont au niveau des institutions communautaires pour que le relais soit tout simplement pris au niveau national. Et je crois que c'est l'un des aspects du travail de Jacob. Peut-être qu'il pourra nous édifier dans ce sens, sur les perspectives à cet effet. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Vraiment, dernière intervention de Monsieur Vincent. Ensuite, on doit vraiment passer à la prochaine séance. Monsieur Vincent. Bonjour, Monsieur Alexandre. Monsieur Alexandre, j'ai eu toute la peine à pouvoir me connecter parce que le lien que nous avait envoyé Madame Malou Le Craët n'était pas le bon. J'ai essayé de me connecter sur mon ordinateur, ça ne passait pas. J'ai tripoté sur mon appareil longtemps, alors que le lien que vous nous avez envoyé la fois dernière était automatique. Alors, je souhaiterais que vous conveniez sur un lien qui pourrait nous faciliter la connectivité et rejoindre vite la réunion. Là, c'est depuis moi 45 minutes que je tripote, je n'arrive pas à pouvoir me connecter. Donc, je voulais un peu attirer votre attention pour que vous nous envoyiez un lien qui serait le plus accessible. Merci. J'en suis vraiment désolé, Monsieur Vincent. En fait, vous pouvez utiliser toujours le même lien à chaque semaine parce que c'est le même lien pour toutes les semaines dans le cadre de cette formation en ligne. Donc, vous pouvez le conserver. Et puis, bon, parfois, il y a des difficultés techniques. Je vois que Malou m'informe que c'était encore le même lien, mais bon, parfois, il y a des petites difficultés au niveau technique. Si celui que vous utilisez a fonctionné, le dernier, alors conservez-le pour la semaine prochaine parce que ce sera le même lien. Maintenant, toutes mes excuses pour ce problème technique. Merci beaucoup, André, pour cette présentation et pour avoir répondu à nos questions. C'est très intéressant.